Il existe un aspect du cannabis rarement évoqué. Il n'endort pas tant l'esprit qu'il ne révèle la véritable essence d'une personne. Il n'est pas rare que les gens éprouvent une profonde aversion pour ce qui leur est dévoilé au cours de ce processus. On a observé que la même plante pouvait plonger un individu dans un état de méditation profonde et béate, tandis qu'elle précipitait un autre dans un abîme de terreur paranoïaque. Le même type de plante était utilisé, dans le même environnement, mais les résultats étaient diamétralement opposés. La raison en est que le cannabis n'est pas une substance narcotique au sens commun du terme. Il peut plutôt être comparé à un miroir qui amplifie considérablement tous les processus internes déjà à l'œuvre dans la psyché humaine. Les anciens chamans étaient conscients de cette particularité. Ils appelaient le cannabis « plante enseignante », non pas pour sa capacité à procurer du plaisir, mais parce qu'il incitait l'individu à une profonde connaissance de soi et à une confrontation avec son monde intérieur. La préparation aux cérémonies avec cette plante pouvait durer des mois, car ils savaient qu'ils allaient rencontrer leur propre conscience, sans filtre. De nos jours, cependant, le cannabis est souvent traité comme l'alcool, un moyen d'échapper à une réalité difficile. Mais le cannabis agit de manière diamétralement opposée. Il brise les barrières mentales et expose la réalité, dépouillé des illusions confortables dont l'homme s'entoure quotidiennement. C'est pourquoi beaucoup vivent des expériences extrêmement désagréables. Ils ne sont pas prêts à une rencontre aussi franche avec eux-mêmes. Les civilisations anciennes traitaient cette plante avec révérence, comme un feu sacré. Si l'on fait abstraction des publications superficielles sur les réseaux sociaux et des stratégies marketing sophistiquées des dispensaires modernes, si l'on écarte toutes les couches de commercialisation qui ont envahi le cannabis de nos jours, on peut découvrir quelque chose de vraiment profond. Cette plante n'a pas été découverte par des étudiants ou des hommes d'affaires entreprenants de la Silicon Valley. Elle était utilisée par des mystiques possédant une connaissance que la société moderne semble avoir complètement perdue. Dans les régions montagneuses de l'Inde, où l'air est raréfié et les frontières de la réalité deviennent floues, les sadhus suivent encore aujourd'hui des pratiques transmises par leurs ancêtres depuis des millénaires. Ils consomment du cannabis non pas pour atteindre un état euphorique. Leur but est de vivre ce qu'ils appellent la mort de l'ego, une dissolution complète du moi, construit qui maintient l'homme prisonnier de la conscience ordinaire. Le rituel commence avant les premières lueurs de l'aube. Le sadhu s'impose un jeûne strict, pouvant durer de quelques jours à plusieurs semaines, purifiant ainsi non seulement son corps physique, mais aussi ses intentions. Il se plonge dans la méditation, parfois pendant de nombreuses heures, jusqu'à ce que leur esprit atteigne un état d'immobilité absolue. Ce n'est qu'après que le vaisseau, c'est-à-dire le pratiquant lui-même, est entièrement préparé qu'ils abordent le shilom. Ce n'est pas une simple pipe. C'est un instrument sacré, béni et consacré, traité avec le même profond respect que toute offrande de temple. Le cannabis qu'il contient n'est pas destiné à un usage récréatif. Il est perçu comme un prasad, un don divin, d'abord offert à Shiva, dieu de la destruction et de la transformation. Et c'est là le point clé, la destruction précède toujours. Shiva ne crée pas. Il détruit ce qui n'est plus utile ou nécessaire. Ainsi, le cannabis devient un outil puissant pour initier un processus similaire au sein de la conscience humaine. Le sadhu consomme le cannabis dans un silence absolu, souvent pendant de nombreuses heures, non pas dans le but d'obtenir du plaisir, mais pour atteindre une dissolution complète de son moi. Il utilise cette plante comme un moyen de briser les frontières rigides de l'identité individuelle, afin de percevoir ce qui se trouve au-delà du dialogue intérieur incessant de l'ego. L'essence de cette pratique ne réside pas dans l'atteinte de sensations agréables. Au contraire, elle vise à ne plus rien ressentir, à devenir rien, afin de permettre à quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental de se manifester. À l'autre bout du monde, les alchimistes taoïstes développaient des pratiques non moins complexes et raffinées. Cependant, ils n'utilisaient jamais le cannabis de manière isolée. Ils savaient que cette plante n'était qu'un composant d'une formule à multiples facettes, comme une note isolée dans une grande symphonie. Les alchimistes le mélangeaient avec du ginseng pour l'ancrage, avec du ginkgo pour la clarté mentale, ainsi qu'avec des dizaines d'autres herbes, en respectant des proportions précises dont la maîtrise exigeait des décennies de travail acharné. Les taoïstes appelaient ce processus alchimie interne, une transformation de la conscience par des interactions chimiques soigneusement contrôlées. Mais voici ce qu'ils comprenaient, et que la société moderne a peut-être perdu. Les herbes n'étaient que des catalyseurs. Le véritable travail se déroulait dans le silence entre les pensées, dans la culture d'un état qu'ils appelaient Wu-Wei, l'action sans effort. C'est un état particulier où l'on se meut en parfaite harmonie avec les forces naturelles. Les pratiques taoïstes pouvaient consacrer des années d'apprentissage méticuleux, maîtrisant les subtilités de la régulation de la respiration et de la gestion de l'énergie interne, pour atteindre des états d'immobilité mentale des plus profonds. Ce n'est qu'après une telle préparation complète qu'ils se tournaient enfin vers le cannabis. Leur but n'était pas de fuir la réalité, mais au contraire, de la percevoir plus clairement et plus profondément.
Ils aspiraient à une fusion si complète avec les rythmes naturels que la volonté individuelle se dissolvait, cédant la place au flux universel de l'être. Dans les traditions mystiques de l'islam, en particulier parmi les poètes soufis comme le Grand Rumi, une grande attention était accordée au concept d'ivresse. Cependant, leur réflexion était accompagnée d'une mise en garde importante qui éclaire la racine de la confusion moderne. Rumi distinguait clairement la véritable ivresse spirituelle, menant à l'union divine, de la simple imitation chimique de cet état. Il mettait en garde contre les substances capables de créer seulement l'illusion d'une connexion divine, bloquant en fait sa véritable manifestation. Les soufis comprenaient profondément que les plantes altérant la conscience pouvaient être à la fois des portes vers des états supérieurs et des distractions éloignant du vrai chemin. Tout dépendait du degré de préparation et de la pureté d'intention de celui qui les utilisait. Dans leur célèbre cérémonie de derviche tourneur, certains soufis utilisaient le cannabis pour intensifier le processus de dissolution du moi individuel, atteint par des mouvements répétitifs et des chants extatiques. Cependant, cela se déroulait toujours dans un contexte strict de prière, au sein de la communauté et sous l'égide d'une discipline spirituelle affûtée au fil des siècles. En Jamaïque, les adeptes du rastafarisme ont développé, peut-être, l'approche la plus holistique et intégrée de la spiritualité liée au cannabis qui existe dans le monde moderne. Au cours de leurs sessions de raisonnement, le cannabis n'est pas un élément distinct, mais s'entrelace indissolublement avec la prière, la méditation et de profondes discussions théologiques. La plante y est élevée au rang de sacrement, servant à ouvrir l'esprit à la raison divine, mais toujours dans le contexte de la conscience de Jah, toujours comme partie intégrante d'un vaste cadre spirituel. Une véritable session de raisonnement peut durer toute la nuit. Les participants se rassemblent en cercle, se passant la coupe, et conversent sur les textes sacrés, les concepts philosophiques et la nature de Babylone, leurs termes désignant tous les systèmes corrompus qui aliènent les gens de la conscience divine. Le cannabis, dans ce contexte, n'est pas le créateur de l'expérience spirituelle. Il agit comme un puissant amplificateur de l'intention collective, de l'engagement commun à la recherche de la vérité et de la justice. C'est précisément à ce moment que se manifeste quelque chose de très curieux, qui révèle simultanément l'échec fondamental de notre approche moderne. Dans chacune des traditions mentionnées, c'est le contexte d'utilisation qui déterminait l'effet final. La même plante, capable d'offrir une profonde illumination spirituelle à un pratiquant préparé, pouvait, au contraire, engendrer confusion, paranoïa ou même aliénation spirituelle chez celui qui l'abordait avec négligence. Il convient de noter que les traditions hermétiques et gnostiques ont développé des pratiques encore plus sophistiquées et subtiles d'utilisation du cannabis, mais ces techniques sont considérées comme trop sensibles et potentiellement dangereuses pour être partagées publiquement. En Occident, cependant, quelque chose de différent s'est produit. L'humanité a rejeté tous les éléments qui rendaient ces pratiques anciennes vraiment efficaces. Nous avons rabaissé le sacrement au niveau d'une marchandise ordinaire, transformé le rituel sacré en simple divertissement et remplacé des années de préparation par une impulsion momentanée. Les gens visitent les dispensaires comme des touristes spirituels, s'attendant naïvement à ce que la plante elle-même fasse le travail qui, comme des générations de mystiques le savaient parfaitement, exigeait de longues années de préparation assidue. Les pratiques anciennes possédaient une profonde compréhension que le monde moderne semble avoir oubliée. La conscience n'est pas un jouet. Ce n'est pas une matière que l'on peut modifier négligemment en faisant défiler un fil de médias sociaux ou en regardant des séries. Ces mystiques abordaient les états modifiés de conscience avec la même minutie qu'un chirurgien aborde une opération complexe, avec une précision extrême, une préparation minutieuse et un profond respect pour ce qu'ils s'apprêtaient à accomplir. Ils savaient que le cannabis pouvait amplifier considérablement tout état de conscience que l'on apportait à cette expérience. Si l'on apporte de l'anxiété, on ressentira une anxiété amplifiée. Si l'on aborde la plante avec une préparation spirituelle, on pourra toucher à quelque chose de vraiment transcendant. Mais si l'on n'apporte rien, on n'obtiendra que cela, un simple high chimique temporaire qui disparaîtra aussi vite qu'il est apparu. C'est précisément pour cette raison que la commercialisation du cannabis représente quelque chose de bien plus significatif que la simple apparition d'une nouvelle industrie. C'est un processus de transformation d'une technologie sacrée en un produit de consommation ordinaire, la réduction d'une pratique mystique profonde à une transaction commerciale banale. L'humanité a pris en main des outils initialement destinés à faciliter la mort de l'ego et les a reconditionnés de manière à ce qu'ils servent à amplifier ce même ego. Le résultat a été l'émergence d'une génération qui consomme du cannabis en des volumes dépassant toutes les époques précédentes, mais qui reste tout aussi spirituellement déconnectée qu'auparavant. Nous utilisons activement la plante elle-même, mais nous avons perdu la sagesse de son application. Nous avons eu à notre disposition une technologie puissante, mais nous avons sciemment refusé le mode d'emploi. Il existe une vérité inconfortable que peu de gens souhaitent exprimer à propos du cannabis. Il n'est pas la cause de l'anxiété, de la paranoïa ou de cette sensation insidieuse d'être observé. Au contraire,
Il ne fait que révéler ce qui était déjà présent à l'intérieur, se cachant dans les recoins secrets de la psyché, comme des fantômes dont on préférait ignorer l'existence. Il faut se souvenir des moments où le cannabis a provoqué un inconfort. Peut-être le cœur a-t-il commencé à battre la chamade, ou un sentiment que tout le monde nous voyait à travers, ou encore tous les problèmes non résolus de la vie ont-ils surgi avec une clarté étonnante. Le discours courant affirme que ce ne sont que des effets secondaires, des dysfonctionnements indésirables à éviter ou à traiter. Mais que se passe-t-il si ces expériences sont en réalité la fonction principale de la plante? Et si l'inconfort lui-même était le véritable remède? Le cannabis, par essence, agit comme un puissant amplificateur de conscience. Si l'état intérieur d'une personne est comme une radio qui diffuse des interférences, le cannabis ne crée pas une nouvelle mélodie. Il ne fait qu'augmenter le volume, jusqu'à ce que la personne ne puisse plus ignorer ce qui était diffusé en arrière-plan tout ce temps. L'anxiété ressentie par l'individu est la même anxiété qu'il porte en lui quotidiennement, simplement amplifiée au-delà de sa capacité habituelle à la supprimer. La paranoïa, quant à elle, représente un système nerveux hypervigilant, privé de ses mécanismes d'adaptation habituels, qui montre enfin comment il fonctionnait au niveau subconscient. Carl Jung comprenait profondément ce mécanisme lorsqu'il écrivait sur l'ombre, ces aspects de notre personnalité que nous avons exilés dans l'inconscient parce qu'ils semblaient trop menaçants pour être reconnus. Le cannabis agit comme une sorte de passe-partout pour la porte verrouillée de ces ombres. Il ne génère pas l'obscurité, il éclaire simplement ce qui s'y cachait, attendant d'être reconnu. La plante retire nos défenses psychologiques avec une précision chirurgicale, nous laissant face à un chagrin enfoui, une colère non traitée et des vérités évitées sur nous-mêmes et notre vie. Il convient de se demander pourquoi différentes personnes vivent des expériences totalement dissemblables en utilisant la même variété, la même dose et dans le même environnement. Une personne peut se dissoudre dans une connexion béate, tandis qu'une autre plonge dans une terreur paranoïaque. La plante n'agit pas au hasard. Elle révèle le paysage intérieur que chaque personne a porté à cette expérience. Le cannabis lit la signature énergétique de l'individu comme un livre ouvert et la lui reflète, amplifiée et incontestable. C'est ici que la psychologie mystique devient indispensable pour comprendre ce qui se passe réellement. Lorsque l'anxiété survient lors de la consommation de cannabis, il s'agit souvent d'une réaction de panique de l'ego face à la dissolution des frontières. Le sentiment habituel de soi, cette identité soigneusement construite au fil des ans, devient soudainement perméable, instable. L'ego, dont la tâche principale est de maintenir l'illusion de séparation et de contrôle, inonde le système de signaux d'alarme, danger. Les murs s'effondrent. Nous perdons le contrôle. Cependant, d'un point de vue plus profond, cette dissolution est précisément ce qui doit se produire pour qu'une véritable perspicacité spirituelle émerge. La mystique Dion Fortune a beaucoup écrit sur la façon dont les états altérés rendent le corps éthérique plus poreux, plus réceptif à la sagesse supérieure comme aux interférences énergétiques. Le cannabis crée cette porosité, ouvrant des canaux qui restent généralement scellés. Cela explique pourquoi certaines personnes reçoivent des intuitions profondes, tandis que d'autres se sentent bombardées par une énergie chaotique. Tout dépend de ce qu'elles sont prêtes à accepter. La différence essentielle ici est que le cannabis révèle une anxiété déjà existante, il ne la crée pas. Lorsqu'une personne ayant un traumatisme non résolu consomme du cannabis, la plante ne la traumatise pas. Elle ne fait que révéler le traumatisme qui était stocké dans son système nerveux, attendant d'être reconnu et guéri. Lorsqu'une personne ayant des insécurités profondément enracinées devient paranoïaque, la plante ne la rend pas insécure. Elle lui montre comment l'insécurité a dirigé sa vie depuis l'ombre. C'est pourquoi la préparation et l'état intérieur ont une signification si profonde. Une personne qui aborde le cannabis depuis un état de chaos intérieur verra ce chaos reflété et amplifié. Mais celle qui a fait un travail intérieur, qui a affronté ses ombres, traité son chagrin, développé des compétences de régulation émotionnelle, découvrira que la plante amplifie plutôt sa clarté et sa connexion. La culture moderne nous laisse totalement impréparés à ces rencontres avec l'ombre. Nous vivons dans une société qui nous apprend à nous soigner, à nous distraire ou à penser positivement pour éviter l'inconfort, au lieu d'apprendre à le gérer habilement. Par conséquent, lorsque le cannabis supprime ces mécanismes d'évitement et nous met directement en contact avec notre paysage intérieur, nous paniquons. Nous sommes comme des gens qui n'ont jamais appris à nager et qui sont soudainement jetés dans l'eau profonde. Les traditions anciennes comprenaient cela. Elles avaient des systèmes développés pour travailler avec les plantes médicinales, des protocoles de préparation stricts et des systèmes de guidance pour intégrer l'expérience acquise. Elles savaient que la rencontre avec sa propre ombre n'était pas une erreur ou un effet secondaire indésirable. C'était le sens même de la pratique. L'inconfort était le début de la guérison et non quelque chose à éviter. Mais c'est là que la plupart des gens commettent une erreur critique. Ils fuient les expériences désagréables au lieu d'apprendre à travailler avec elles. Ils changent de variété,
réduisent les doses ou arrêtent complètement la consommation, manquant ainsi une profonde opportunité de croissance personnelle offerte par la plante. C'est comme si un maître enseignant venait vous montrer vos angles morts et que vous le renvoyiez parce que vous n'aimez pas ce qu'il vous montre. L'honnêteté de la plante n'est pas toujours douce, mais elle est toujours précisément calibrée pour ce que vous avez besoin de voir. La prise de conscience soudaine de la façon dont vous vous êtes menti sur vos relations. Ce n'est pas le cannabis qui est cruel. C'est le cannabis qui vous montre des informations qui étaient disponibles tout ce temps, des informations que vous avez activement évitées parce qu'elles exigent de vous des changements difficiles et parfois douloureux. Lorsque l'on commence à percevoir le cannabis comme un miroir, et non comme un moyen d'échapper à la réalité, tout change radicalement. Ces moments désagréables cessent d'être des impasses et se transforment en portes qui s'ouvrent. L'anxiété devient un enseignant, indiquant les zones du système nerveux qui nécessitent une attention. La paranoïa, quant à elle, se transforme en un projecteur, éclairant les façons dont on a vécu de manière inauthentique, créant cette même déconnexion que l'on craint que les autres ne découvrent. Cette fonction de miroir explique pourquoi l'expérience de la consommation de cannabis varie tant et est profondément personnelle pour chacun. La plante n'impose pas une expérience universelle. Elle révèle l'empreinte psychologique unique de l'individu, amplifiée et impossible à ignorer. Ainsi, l'expérience du cannabis est essentiellement un rapport en temps réel de l'état intérieur d'une personne, présenté avec une précision inébranlable. Cependant, c'est ici que le véritable danger commence à se manifester. Car, bien que cette fonction de miroir puisse catalyser une profonde guérison et une prise de conscience de soi, elle peut aussi inciter les gens à prendre des sensations intenses pour une véritable transformation spirituelle. L'amplification de la conscience que procure le cannabis peut sembler si profonde, si altératrice de la réalité, que les gens commencent à confondre l'expérience elle-même avec la croissance qu'elle est censée faciliter. C'est un piège dans lequel sont tombés d'innombrables chercheurs à travers l'histoire. Prendre le doigt qui pointe la Lune pour la Lune elle-même. Et c'est cet aspect qu'il faut examiner plus en détail. Comprendre cette distinction peut épargner à une personne de nombreuses années de contournement spirituel, déguisé en illumination. C'est là que la situation devient dangereuse d'une manière que la plupart des gens ne réalisent jamais. On a goûté à quelque chose d'extraordinaire. Ce moment où le cannabis dissout les frontières de la perception ordinaire. Quand les intuitions déferlent en cascade, comme des chutes d'eau, quand on ressent une connexion avec quelque chose d'infiniment plus grand que le moi quotidien. Cette expérience est, sans aucun doute, profonde. Le problème n'est pas qu'elle soit fausse. Le problème est qu'elle semble si réelle, si transformatrice, que nous prenons l'aperçu pour le film complet. On a vu des gens brillants tomber dans le piège de ce que les kabbalistes appelaient la sphère de Hod, le royaume de la splendeur intellectuelle, détaché de la sagesse pratique. Ils s'enivrent non seulement de la substance elle-même, mais aussi de leur propre illumination supposée. Ils commencent à débiter des platitudes spirituelles, citant Rumi et Ramdas, portant leurs intuitions comme des vêtements de marque. Cependant, si l'on regarde leur vie réelle, leurs relations, leurs schémas émotionnels, leur capacité à gérer les souffrances ordinaires, rien n'a fondamentalement changé. C'est le piège le plus séduisant que crée le cannabis, l'illusion d'être arrivé, alors qu'on n'a eu qu'un accès. On peut l'imaginer ainsi, le cannabis peut montrer la vue du sommet d'une montagne, mais il n'apprend pas comment y grimper. Il peut révéler l'interconnexion de toutes choses, mais il ne développe pas la capacité de maintenir cette conscience lorsque le patron crie ou que le partenaire menace de partir. La plante ouvre des portes qui, comme Osho l'a averti, ne devraient être ouvertes que par un travail lent et patient de silence intérieur. Je me souviens d'un ami qui a commencé à utiliser le cannabis pour ce qu'il appelait des « explorations spirituelles ». Pendant plusieurs mois, il a eu des expériences profondes, des rencontres avec ce qui semblait être une présence divine, des téléchargements de sagesse cosmique, des visions qui semblaient révéler la nature même de la réalité. Il a commencé à parler avec l'autorité d'une personne ayant touché l'absolu. Mais sa vie racontait une toute autre histoire. Ses relations restaient chaotiques. Son éthique de travail s'était détériorée, et sa capacité à gérer les difficultés quotidiennes avait en fait diminué. Il était devenu dépendant non pas de la substance, mais de l'histoire de son propre éveil. C'est l'inflation spirituelle sous sa forme la plus dangereuse. L'ego ne disparaît pas pendant ces expériences. Il s'adapte. Il commence à s'identifier aux états élargis, créant une nouvelle persona, l'éveillé, le voyageur cosmique, l'être illuminé, qui voit ce que les autres ne voient pas. Cet ego spirituel s'avère souvent plus enraciné que l'ego ordinaire, car il est enveloppé dans le langage de la transcendance. Les traditions anciennes comprenaient parfaitement ce piège. Elles parlaient de la fausse lumière, des expériences qui semblent brillantes et transcendantes, mais qui sont en réalité des simulations mentales complexes. Ces expériences peuvent être incroyablement convaincantes, car elles ne sont pas entièrement fausses. Ce sont des vérités partielles, des fragments d'une véritable intuition,
présentés sans fondement pour les soutenir. La véritable transformation se produit dans l'espace entre les expériences, dans la façon dont on gère les moments ordinaires, lorsque les intuitions doivent être vécues et non simplement ressenties. Cela se produit lorsque l'on est capable de maintenir la compassion pendant un conflit, lorsque l'on peut rester centré pendant le chaos, lorsque l'on peut aimer sans attachement et agir sans motivation égoïste. Le cannabis peut montrer à quoi ressemble l'état désiré, mais il ne peut pas former les connexions neuronales, développer la résilience émotionnelle ou la sagesse pratique nécessaire pour l'incarner. L'aspect le plus insidieux de ce piège est la façon dont il engendre la supériorité spirituelle. Les gens commencent à mépriser ceux qui n'ont pas eu d'expérience similaire, les qualifiant avec dédain de dormeurs ou des inconscients. Ils développent une sorte d'élitisme psychédélique où ils croient à tort que leurs intuitions chimiquement induites les rendent plus évolués que ceux qui suivent un chemin plus lent de méditation, de service ou de travail psychologique profond. C'est l'exact opposé du véritable développement spirituel qui mène toujours à une plus grande humilité et compassion. On a vu des gens passer des années dans cet espace liminal, accumulant des expériences profondes comme des trophées, tandis que leurs schémas de comportement fondamentaux restaient inchangés. Ils deviennent des connaisseurs de la conscience, des experts dans la description des états transcendants, mais n'apprennent jamais à intégrer ces intuitions dans le tissu de la vie quotidienne. Ils confondent le sentiment d'expansion avec l'atteinte de la plénitude, prenant la dissolution temporaire des frontières pour une transformation permanente. L'ironie la plus cruelle est que cette illusion est souvent plus difficile à dissiper qu'une dépendance chimique. Le THC peut être éliminé du système en quelques semaines. Mais l'histoire de sa propre illumination peut persister pendant des années. Elle devient une prison tissée de lumière, un piège construit à partir de véritables aperçus de la vérité, mais dépourvu de fondements pour soutenir des changements à long terme. Voici à quoi ressemble le véritable travail spirituel. La plupart du temps, c'est ennuyeux. C'est s'asseoir avec des émotions complexes sans avoir besoin de les changer. C'est pratiquer la compassion, même quand on ne la ressent pas. C'est être constamment présent dans la méditation, dans les relations, dans les responsabilités, même quand, et surtout quand cela ne semble pas transcendant. C'est apprendre à trouver le sacré dans l'ordinaire, et non fuir l'ordinaire vers les sommets artificiels du sacré. Les plantes enseignantes, si elles sont abordées avec le respect et la préparation appropriée, peuvent être de précieux alliés dans ce travail. Mais ce sont des alliés, pas des raccourcis. Elles peuvent donner des aperçus, pas des destinations. Le vrai travail. The original text seems to cut off here, so I will end the translation at this point. Le véritable travail commence là où l'expérience s'arrête, dans la manière dont on intègre ces éclairs de lucidité dans le lent et patient processus de devenir un être humain complet. Si l'on se reconnaît dans ce schéma, la voie à suivre n'est pas de rejeter ces expériences, mais de les contextualiser correctement. Il faut commencer à considérer ces révélations liées au cannabis comme des hypothèses, non des vérités absolues, comme des invitations à un travail plus profond, non la preuve d'un but atteint. La question n'est pas de savoir si les expériences étaient réelles, mais si elles nous rendent plus aptes à aimer, servir et être authentiquement présents dans notre vie quotidienne. Si le lecteur a suivi le raisonnement, il a déjà compris comment le cannabis peut agir comme un miroir inconfortable, révélant des vérités que l'on préférerait éviter. Il a aussi appris comment la plante peut nous séduire en nous faisant croire à des expériences spirituelles profondes, alors qu'il s'agit simplement d'un état d'intoxication. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant et que la plupart des gens manquent l'essentiel. Le cannabis n'affecte pas seulement la chimie du cerveau. Il interagit directement avec ce que les traditions spirituelles appellent le corps subtil, l'architecture énergétique qui porte nos pensées, émotions et souvenirs. Ce n'est pas une fantaisie New Age, mais une compréhension complexe développée par des cultures du monde entier depuis des millénaires. Imaginez votre corps subtil comme un instrument de musique finement accordé. Quand il est bien calibré et pur, le cannabis peut agir comme un archet habile en tirant des fréquences harmonieuses. Mais lorsque le système énergétique est encombré, déséquilibré ou pollué par des résidus émotionnels, le même archet ne produit que dissonance et bruit. La plupart des gens abordent le cannabis comme s'ils branchaient un violon délicat à un amplificateur distordu avec des fils usés. Ils s'étonnent alors de n'obtenir que du feedback au lieu de musique. Voici ce qui se passe réellement sur le plan énergétique. Le cannabis agit comme un feu rencontrant une forêt sèche. Il se propage rapidement à travers le corps subtil, amplifiant tout ce qu'il rencontre. Si le champ énergétique est pur et stable, cette amplification peut apporter une véritable perspicacité et clarté. S'il est chargé de traumatismes non traités, d'émotions refoulées ou de débris énergétiques de la vie quotidienne, on met, en substance, le feu à une décharge. C'est pourquoi l'hygiène énergétique n'est pas facultative. Elle est aussi vitale pour la santé spirituelle que l'hygiène physique pour la santé du corps. On ne sauterait pas le brossage des dents pendant des semaines pour ensuite s'étonner d'avoir mauvaise haleine. Pourtant,
Les gens négligeant régulièrement leur entretien énergétique et ne comprennent pas pourquoi leur expérience du cannabis semble chaotique ou les laisse épuisés. Les pratiques traditionnelles l'avaient parfaitement compris. Le jeûne n'était pas seulement une purification physique. Il nettoyait le bruit statique énergétique qui interfère avec la communication avec les plantes. Les pratiques respiratoires, les chants, l'exposition au froid, les longues périodes de silence, ce n'étaient pas des rituels arbitraires. C'étaient des technologies sophistiquées pour stabiliser et purifier le corps subtil avant d'interagir avec des substances altérant la conscience. J'ai travaillé avec des praticiens Reiki qui décrivent le cannabis comme un perturbateur de champ. Il augmente considérablement la sensibilité à l'information énergétique, mais rend aussi la personne poreuse et déracinée. Sans préparation adéquate, on est comme une radio avec une antenne entièrement déployée, mais incapable de syntoniser des fréquences spécifiques. On capte tout, et une grande partie est du bruit. La tradition Kundalini contient des avertissements encore plus spécifiques à ce sujet. Ils comprennent que le cannabis peut éveiller des flux énergétiques dormants avant que le système d'une personne ne soit prêt à les traiter. On atteint des sommets euphoriques incroyables, mais on retombe ensuite lourdement, car on n'a pas créé l'infrastructure énergétique pour ancrer et intégrer l'expérience. C'est comme essayer de faire passer de l'électricité à haute tension dans un câblage domestique. Quelque chose finira par brûler. Mais la perspective chamanique amazonienne offre peut-être la compréhension la plus complexe de ce qui se passe réellement. Ils reconnaissent que chaque plante porte sa propre conscience, son propre esprit ou sa signature fréquentielle. Le cannabis n'est pas seulement un composé chimique. C'est une entité intelligente qui tente de communiquer à travers les émotions, la mémoire et les sensations énergétiques. Lorsque le corps subtil d'une personne est encombré de matériel non traité, elle reçoit un message déformé de l'esprit de la plante. C'est comme essayer d'avoir une conversation dans une pièce pleine d'interférences. La plante parle clairement, mais le récepteur de la personne est compromis. Cela explique pourquoi tant de gens rapportent se sentir émotionnellement vulnérables ou énergétiquement épuisés après une consommation intense de cannabis. Ils sont entrés en communication avec une puissante conscience végétale, sans préparation adéquate ni confinement énergétique. Ce n'est pas la faute de la plante. C'est comme inviter un musicien exceptionnel à se produire dans une pièce à l'acoustique terrible, puis se plaindre de la qualité du son. Le danger subtil ici est de prendre l'engourdissement des sensations pour une véritable guérison. Le cannabis peut temporairement étouffer le bruit dans le système d'une personne, créant un faux sentiment de paix. Cependant, la vraie guérison n'est pas l'absence de sensations. C'est le retour de la clarté et du pouvoir personnel. C'est la différence entre baisser le volume d'une radio cassée et réparer réellement la réception. Alors, comment évaluer si le système énergétique est suffisamment pur pour la clarté ? Il faut commencer par prêter attention à ce que l'on ressent les jours suivant la consommation de cannabis. Est-on plus stable émotionnellement ou moins ? Se sent-on énergétiquement plus fort ou plus épuisé ? Est-on plus présent dans sa vie quotidienne ou plus dispersé ? Si l'on se sent constamment épuisé, émotionnellement instable ou si l'on a du mal à ancrer les révélations de son expérience, le corps subtil a besoin de soins avant la prochaine session. Il ne s'agit pas de devenir un être spirituel parfait, mais d'une hygiène énergétique de base. Les pratiques sont simples, mais exigent de la constance. Même 3 jours de jeûne intermittent peuvent nettoyer des dépôts énergétiques significatifs. Les douches froides ou les bains de glace réinitialisent le système nerveux et renforcent les frontières énergétiques. Les pratiques respiratoires, même seulement 15 minutes de respiration consciente quotidienne, commencent à stabiliser l'architecture du corps subtil. Le silence est peut-être l'outil de purification le plus puissant disponible. Pas seulement le calme, mais le vrai silence. Aucune entrée externe, aucune stimulation, juste la présence avec tout ce qui surgit. Cela permet au système de traiter et de libérer naturellement le matériel énergétique accumulé. En résumé, si l'on compte travailler avec le cannabis sur le plan spirituel, il faut le traiter avec le même respect et la même préparation que ceux qui ont toujours été requis dans les cultures traditionnelles. Le corps subtil est réel. Le cannabis l'affecte directement. Et une préparation adéquate n'est pas facultative. C'est la différence entre une expérience spirituelle profonde et un chaos énergétique. Imaginez, la Jamaïque des années 1970, on est assis dans un cercle d'anciens rastafariens, alors que le soleil se couche sur les Blue Mountains. La ganja n'est pas passée négligemment. Elle apparaît avec révérence, bénie et préparée par des heures de prière. Avant que quiconque ne tire une bouffée, des chants résonnent, des écritures sont lues et ce qu'ils appellent le raisonnement a lieu. C'est un discours spirituel profond sur Jah, la conscience et le chemin vers la droiture. Le cannabis, dans ses traditions, n'était pas destiné à faire se sentir bien. Son but était de briser les illusions,
d'aider à affronter ses propres contradictions et de communiquer avec le divin à travers une vérité inconfortable. Ces sessions pouvaient durer 8, 10, voire 12 heures. Les participants venaient avec un cœur pur, ayant jeûné, préparant leur esprit au travail spirituel. La plante était perçue comme un enseignant, non comme un serviteur. Et voici ce qui est crucial. Si quelqu'un venait avec des intentions impures, avec l'ego ou l'égoïsme obscurcissant son but, la plante lui montrait précisément cela. Elle amplifiait sa pollution spirituelle jusqu'à ce qu'il y fasse face ou quitte le cercle. Ce n'était pas unique à la Jamaïque. Dans les traditions religieuses afro-brésiliennes comme le candomblé et l'imbanda, chaque plante porte ce qu'ils appellent accès, une fréquence spirituelle ou une force vitale spécifique. Cette conception est profonde. Les plantes ne sont pas de simples composés chimiques. Ce sont des êtres énergétiques avec leur propre conscience et leur propre but. Lorsqu'on aborde la médecine végétale sans le respect dû, sans comprendre son accès, on ne risque pas seulement une mauvaise expérience. On invite un déséquilibre spirituel qui peut se propager dans sa vie pendant des mois ou des années. Le rituel déterminait les faits. La cérémonie créait le réceptacle. Les chamans indigènes du monde entier comprenaient ce principe. La même plante qui pouvait guérir dans un espace sacré pouvait nuire dans un espace profane. Le contexte n'était pas seulement important, il était tout. 50 ans plus tard, on peut traverser un dispensaire à Los Angeles, commander du cannabis via une application et le recevoir plus vite qu'une pizza. Aucune préparation n'est requise, aucune hygiène spirituelle, aucune compréhension de ce que l'on consomme réellement, à part le pourcentage de THC et des noms de variétés qui ressemblent à des boissons énergisantes. Nous avons pris l'une des plantes les plus puissantes altérant la conscience de l'humanité et l'avons transformée en un accessoire de mode. Des influenceurs Instagram posent avec des joints parfaitement roulés, promettant que telle variété libérera la créativité et que tel comestible améliorera l'humeur. Les marques de bien-être vendent le cannabis comme un supplément vitaminique. Quelque chose qui fait se sentir mieux sans mentionner le travail de l'ombre, la responsabilité spirituelle ou la possibilité que pour se sentir mieux, il faille d'abord comprendre pourquoi on se sent mal. La transformation est frappante si on l'examine attentivement. La préparation traditionnelle impliquait le jeûne, la méditation, la purification, la création d'un vaisseau vide pour les enseignements de la plante. La consommation moderne se produit souvent lorsque nous sommes déjà surstimulés. Défilement des réseaux sociaux, visionnage compulsif de Netflix, ajoutant distraction sur distraction. Nous demandons à une plante qui élargit la conscience de faire sa magie, alors que nous évitons activement la conscience. J'ai vu des gens consommer du cannabis lors de soi-disant festivals spirituels, où la plante devient un bruit de fond pour les spectacles LED et la musique électronique. Le rituel s'est transformé en spectacle, la cérémonie en déguisement. Les gens se déguisent en chaman pour des photos Instagram, traitant la médecine végétale comme des souvenirs de fête. Le sacré a été aseptisé, emballé et revendu comme divertissement. Voilà ce qui se passe lorsque le réceptacle est retiré. L'énergie de la plante se répand partout. Sans limites appropriées, le cannabis amplifie tout ce qui est déjà présent. Anxieties, blessures non cicatrices, attention dispersée. Au lieu d'un outil de transformation, il devient une loupe pour l'état actuel. Et si l'état actuel est fragmenté, dispersé et spirituellement non préparé, c'est précisément ce qui est amplifié. J'ai vu des gens développer ce qu'on appelle l'anxiété du cannabis, sans réaliser qu'ils ne ressentaient pas l'énergie de la plante. Ils ressentaient l'amplification de leur propre paysage intérieur chaotique. La plante n'a pas changé. Notre relation avec elle a radicalement changé. Les utilisateurs traditionnels comprenaient que le cannabis pouvait révéler des vérités inconfortables sur soi-même. Les utilisateurs modernes le consomment souvent pour éviter des vérités inconfortables sur eux-mêmes. La plante qui favorisait autrefois une introspection profonde est maintenant utilisée pour faciliter une consommation profonde de divertissement. L'industrie commerciale du cannabis accomplit quelque chose de remarquable. Ils nous ont convaincus que de bonnes intentions suffisent. Que tant que l'on l'utilise à des fins spirituelles, on est en quelque sorte protégé des enseignements plus complexes de la plante. C'est peut-être le mythe le plus dangereux de la culture psychédélique moderne. L'idée que les plantes sont intrinsèquement bienveillantes et guideront automatiquement vers la guérison simplement parce qu'on veut guérir. Comparons les méthodes de préparation. Les pratiques traditionnelles pouvaient jeûner des jours, purifier leur corps, établir des intentions claires, créer un espace sacré et aborder la plante avec humilité et respect. Les utilisateurs occasionnels modernes consomment souvent du cannabis alors qu'ils sont stressés, distraits, émotionnellement réactifs et spirituellement non préparés, puis s'étonnent que leur expérience soit incohérente, superficielle ou anxiogène. La plante n'a pas perdu de sa puissance. Nous avons perdu la compréhension de la manière de travailler en toute sécurité et efficacement avec cette puissance.
Nous avons extrait le cannabis de ses racines culturelles, rejeté les sages traditions qui enseignaient comment aborder la conscience des plantes, et l'avons reconditionné comme un produit de consommation de masse. La voie à suivre n'est pas de renoncer complètement au cannabis, mais de comprendre ce que nous avons perdu et de commencer à le récupérer. Cela signifie aborder la plante avec la même révérence que nos ancêtres, non pas comme un produit à consommer, mais comme un enseignant dont on peut apprendre. Cela signifie créer des réceptacles appropriés pour l'expérience, un espace propre, des intentions claires, une préparation spirituelle et le respect du pouvoir de la plante de nous montrer exactement ce que nous devons voir, que nous le voulions ou non. Mais c'est là que cela devient dangereux. Beaucoup de gens supposent que de bonnes intentions suffisent pour se protéger lorsqu'ils travaillent avec des plantes altérant la conscience. Cette conviction a conduit à certaines des expériences les plus spirituellement destructrices que j'ai vues, et c'est un mythe que nous devons examiner attentivement. Il faut déconstruire ce qui a probablement été dit 100 fois, que les bonnes intentions suffisent en matière de cannabis et de spiritualité. Ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. Et j'ai vu trop de personnes sincères se heurter à des murs qu'elles n'avaient jamais vus parce qu'elles croyaient à ce mythe. Voici ce qui se passe réellement. Une personne décide d'utiliser le cannabis pour sa croissance spirituelle. Ses intentions sont pures. Elle lit des articles, regarde peut-être quelques vidéos et pense « j'aborde cela avec respect et curiosité ». Puis elle fume, se détend et attend que l'illumination arrive comme un camion de livraison. Mais le cannabis ne répond pas aux intentions. Il répond à l'état énergétique réel de la personne, à la préparation de son système nerveux et au réceptacle qu'elle a créé pour l'expérience. J'ai vu des gens aborder le cannabis comme des touristes spirituels. Ils veulent un moment mystique pour Instagram, sans faire le travail préparatoire que les cultures traditionnelles jugeaient nécessaire. Ils cherchent le confort, pas la vérité. Ils veulent se sentir connectés, sans se connecter à quoi que ce soit de réel. Et quand la plante leur montre quelque chose d'inconfortable, leur schéma d'évitement, leur chagrin non traité, leur dépendance aux distractions, ils blâment le cannabis, au lieu de le reconnaître comme un miroir. La différence entre l'exploration et la fuite n'est pas toujours évidente, surtout pour celui qui la pratique. L'exploration se ressent comme de la curiosité, une rencontre avec l'incertitude. On est prêt à s'asseoir avec tout ce qui surgit, même si c'est inconfortable. La fuite se ressent comme la recherche d'un soulagement de ce que l'on ne veut pas ressentir. La plante connaît la différence, même si l'on ne la connaît pas. Avant d'utiliser le cannabis, il faut se demander, est-ce que je m'y tourne par harmonie ou par évitement? Est-ce que j'essaie d'amplifier ma conscience ou de l'émousser? Puis-je m'asseoir avec des émotions complexes sans exiger qu'elles changent? Si l'on est honnête avec ces questions, on comprendra si l'on est prêt ou si l'on espère simplement que la plante fera le travail que l'on ne veut pas faire soi-même. Les cultures traditionnelles n'ont jamais utilisé les plantes médicinales de manière isolée. Elles les intégraient dans des écosystèmes spirituels plus vastes. Le jeûne pour purifier le corps, le silence pour calmer le bavardage mental, la prière pour établir une intention sacrée, les pratiques respiratoires pour réguler le système nerveux. Ce n'étaient pas des rituels arbitraires. C'était de l'hygiène spirituelle, préparant le vaisseau pour un travail plus profond. Sans cette préparation, on est comme quelqu'un qui essaie de capter un faible signal radio en se tenant à côté d'un chantier de construction. La culture moderne du cannabis a rejeté la plupart de ces pratiques préparatoires, les considérant comme de vieilles superstitions. Mais le système nerveux d'une personne se fiche de son scepticisme moderne. Il a toujours besoin de la même stabilité fondamentale que ces pratiques procuraient. Lorsque l'on saute la préparation, la plante passe souvent toute l'expérience à essayer de réguler le système, au lieu de révéler des intuitions plus profondes. Si l'on veut travailler consciemment avec le cannabis, il faut créer les conditions appropriées. Fumer en silence, sans faire défiler son téléphone. Si possible, s'asseoir sur le sol, permettant à son corps de s'enraciner dans quelque chose de plus grand que soi. Éteindre les écrans, la musique, la stimulation externe. Permettre à son attention de se tourner vers l'intérieur, au lieu de chercher des distractions dans le monde extérieur. Il ne s'agit pas d'être sophistiqué ou cérémoniel. Il s'agit de créer un espace pour que la subtilité se manifeste. Mais c'est là que la plupart des gens manquent complètement l'essentiel. Le vrai travail commence une fois que l'effet s'est dissipé. L'intégration est primordiale. Il faut consigner méticuleusement les expériences, réfléchir à ce que la plante a révélé et surtout, modifier sa vie quotidienne en s'appuyant sur les connaissances acquises. Si le cannabis a mis en évidence l'évitement de conversations difficiles, il faut les avoir. S'il a révélé une dépendance aux distractions numériques, il faut poser son téléphone plus souvent. S'il a souligné l'impatience envers les proches, il faut pratiquer plus de gentillesse. J'ai vu des gens obtenir des révélations profondes sous l'influence du cannabis, puis revenir aux mêmes schémas comportementaux le lendemain.
Ils tombent dans une dépendance au soi-disant divertissement spirituel, courant après la sensation de profondeur sans faire le vrai travail pour devenir des personnes plus profondes. Ils commencent à s'identifier à la consommation de cannabis, comme si la croissance personnelle nécessitait une aide chimique. C'est une idée fausse. La plante peut ouvrir des portes, mais il faut les franchir à jeune. La transformation authentique se manifeste dans la capacité à gérer les conflits en étant totalement sobre, à rester présent dans des conversations ennuyeuses, à maintenir la gentillesse quand on est fatigué et stressé, sans aucun tampon chimique. Si les révélations spirituelles n'existent que dans des états altérés, elles ne sont pas intégrées. Ce sont simplement des expériences temporaires que l'on collectionne. Il est nécessaire de surveiller attentivement les signes avant-coureurs de la dépendance au divertissement spirituel. Cela inclut la poursuite des sensations au lieu du véritable travail intérieur. Cela se manifeste aussi par le fait que le cannabis devient une partie de l'identité, au lieu d'être considéré comme un outil occasionnel. On lie sa profondeur personnelle à la consommation de substances, au lieu de réaliser que tout ce que la plante révèle était déjà en soi. On continue à avoir les mêmes révélations sans les traduire en changement de comportement. La plante est un miroir, reflétant les profondeurs qui ont toujours été là. Elle ne crée pas la sagesse, elle la révèle. Et si l'on devient dépendant de ce miroir pour accéder à son paysage intérieur, on manque l'essentiel. Le but n'est pas d'avoir besoin de cannabis pour se sentir spirituel. Le but est de l'utiliser occasionnellement comme un rappel des capacités que l'on peut développer naturellement par une pratique constante. C'est pourquoi la discipline s'avère plus importante que l'intention. N'importe qui peut avoir de bonnes intentions. Mais est-on capable de jeûner la veille de la consommation de cannabis? Peut-on rester en silence 20 minutes après? Peut-on écrire sur ce que l'on a vécu et réellement changer son comportement en fonction des révélations obtenues? Peut-on s'en passer pendant des mois tout en conservant la conscience qu'il a révélée? Si l'on ne suit pas le chemin que la plante nous montre, on tourne simplement en rond. Et tourner en rond, aussi sincères que soient les intentions, ne mènera jamais là où l'on veut vraiment aller. Voici ce qui pourrait choquer. En des milliers d'années d'utilisation spirituelle documentée du cannabis, il est presque impossible de trouver des traditions où les gens consommaient la plante seule. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre des états altérés en isolement, mais parce que les anciens qui comprenaient vraiment cette plante savaient quelque chose que la société moderne a complètement oublié. Sans un réceptacle approprié, le pouvoir spirituel devient sauvagement imprévisible. Il faut se souvenir de ce qui a été discuté concernant l'intention et la perspicacité. Même avec une préparation idéale, même après des années de pratique, le cannabis peut révéler une personne de manière à la rendre vulnérable, confuse et à s'accrocher à des révélations qui se dissolvent au moment où elle essaie de les retenir. Maintenant, imaginons que l'on affronte cet état de révélation en totale solitude, sans témoin de son processus, sans sagesse collective pour ancrer son expérience, sans communauté pour aider à distinguer la véritable révélation du théâtre mental complexe. C'est ainsi que la plupart des gens utilisent le cannabis aujourd'hui. Un joint dans une main, un téléphone dans l'autre, peut-être de la musique en fond, une consommation en isolement total sans aucune préparation et absolument aucune stratégie d'intégration, juste un stimulant et la solitude. Et alors nous nous étonnons pourquoi tant d'expériences avec le cannabis semblent vides, pourquoi les révélations s'évaporent, pourquoi les gens courent après des états toujours plus intenses, tout en se sentant plus déconnectés qu'avant. Permettez-moi de parler de la session de raisonnement rastafarienne, car elle démontre tout ce qui a été perdu. Lorsque les rastas se réunissent pour ces cercles sacrés, le cannabis n'est pas simplement passé au hasard. Il circule dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant la même direction que l'énergie sacrée dans d'innombrables traditions. Mais voici ce qui est crucial. L'herbe est accompagnée de l'étude des écritures sacrées et d'un dialogue conscient, où chaque personne devient à la fois élève et enseignant. Le cannabis sert de pont, non de destination. Il favorise l'alignement avec la conscience divine, et non une fuite de la réalité ordinaire. Dans de tels cercles sacrés, on ne peut pas simplement se dissoudre dans ses propres révélations privées. On a la responsabilité d'articuler clairement ses intuitions, de les confronter aux écritures sacrées et à la sagesse collective de la communauté, puis d'intégrer ce qui a été appris dans un développement spirituel pratique. La plante, ainsi, ouvre la porte à de nouvelles dimensions, mais c'est la communauté qui garantit que l'on franchisse réellement cette porte, au lieu de simplement rester là, admirant l'encadrement. Les traditions indigènes comprenaient ce principe encore plus profondément. L'expérience avec les plantes était perçue comme la propriété de toute la communauté et du réceptacle sacré, et non seulement comme une expérience personnelle de l'individu. Chaque cérémonie était soutenue par des chants, des prières, le feu, la présence des anciens et la reconnaissance des entités spirituelles invisibles. L'individu pouvait recevoir une vision, mais la communauté l'aidait à lui donner un sens et une signification. Lorsque l'on se révèle sans un tel soutien global, il se produit quelque chose à la fois fascinant et troublant. Les révélations se fragmentent,
restant disparates, au lieu de s'intégrer dans une image cohérente. Finalement, on crée une sorte de religion privée, construite à partir de pensées à moitié oubliées et de prises de conscience éparses qui semblent profondes sur le moment, mais n'ont pas de système racinaire dans la réalité commune. On devient la seule autorité de sa propre expérience spirituelle, ce qui semble libérateur à première vue, jusqu'à ce que l'on réalise à quel point l'ego peut facilement s'emparer de ce pouvoir et déformer la perception. Les cercles sacrés préviennent cette fragmentation par plusieurs mécanismes spécifiques. Premièrement, chaque participant est un témoin. La présence d'autres personnes conscientes observant le processus crée une sorte de responsabilité énergétique qui maintient la personne ancrée dans la réalité, même lorsqu'elle explore des états de conscience élargis. Deuxièmement, il y a une calibration par l'expérience partagée. Lorsque 5 personnes dans le cercle ont des révélations similaires, cela a un poids complètement différent. Plutôt qu'une révélation solitaire à 2 heures du matin. Troisièmement, la personne est tenue responsable de l'intégration. Le cercle lui demandera la semaine suivante. Qu'a-t-elle fait de ce qu'elle a reçu? Mais, peut-être le plus important, la communauté empêche l'illusion de se transformer en doctrine. Lorsqu'une personne partage ses visions inspirées par le cannabis avec un cercle de praticiens expérimentés, ceux-ci offrent une sorte de défi et de résistance bienveillant qui testent ces visions par rapport à la sagesse collective. Ils aident à distinguer le signal du bruit, la vision authentique de la projection, la véritable intuition du bruit mental revêtu d'habits spirituels. On a observé ce qui se passe lorsque les gens construisent toute leur base spirituelle autour d'expériences isolées avec le cannabis. Ils se convainquent de cosmologies complexes basées sur des pensées induites par la drogue, développent des concepts de soi grandioses ou tombent dans le piège du contournement spirituel, où chaque émotion inconfortable est étouffée par des substances plutôt que traitée. Sans la vérification de la réalité par la communauté, le cannabis peut devenir un outil pour éviter le véritable travail spirituel, plutôt que pour l'accomplir. Créer des espaces sacrés modernes ne signifie pas recréer les cérémonies anciennes à l'identique, mais comprendre profondément leur raison d'être. On peut commencer modestement. Rassemblez 2 ou 3 personnes sincèrement engagées. Établissez des intentions claires avant toute consommation. Éteignez complètement les téléphones. Allumez des bougies ou créez un autre marqueur d'espace sacré. Partagez le silence avant et après l'expérience. Surtout, engagez-vous à la réflexion et au soutien mutuel au-delà de la session immédiate. Même en milieu urbain, une structure respectueuse peut être maintenue avec de simples éléments rituels. Commencez par une gratitude ou une prière. Énoncez les intentions à voix haute. Convenez des limites. Pas de téléphone, pas de départ anticipé, pas de drame extérieur introduit dans l'espace. Terminez par un temps d'intégration où chacun partage une seule perspicacité qu'il s'engage à explorer davantage. La présence ou l'absence d'un réceptacle sacré détermine souvent si le cannabis devient un enseignant ou une simple distraction. Dans un cadre approprié, les expériences difficiles sont digérées, non supprimées. Les intuitions sont ancrées dans l'application pratique et non emportées par la fantaisie. L'inflation de l'ego est contrôlée par le retour d'informations de la communauté et non par l'illusion. Voici ce qui a été observé dans les cercles bien organisés. Le cannabis amplifie non seulement la conscience individuelle, mais aussi la conscience collective du champ. Les groupes rapportent souvent des visions partagées, des intuitions synchronisées ou des téléchargements d'informations collectifs auxquels aucune personne n'aurait pu accéder seule. La plante semble favoriser une cohésion de groupe impossible à reproduire en isolement. Le cercle offre également un soutien essentiel lors des transitions difficiles. Face à des sujets délicats, traumatismes refoulés, confrontation aux ombres, vérité inconfortable sur soi-même. La communauté crée un espace sûr pour ce processus, plutôt que de laisser l'individu seul. Cela prévient les crises spirituelles qui peuvent survenir lorsque de puissantes expériences végétales submergent des personnes non préparées. Si l'on prend le cannabis au sérieux comme pratique spirituelle, il faut commencer à créer son réceptacle sacré dès maintenant. Trouvez au moins une autre personne engagée dans une exploration consciente. Établissez des éléments rituels simples mais cohérents. Créez des accords sur la préparation, le comportement et le suivi. Commencez à traiter vos expériences avec le cannabis comme des événements communautaires et non comme un divertissement privé. Car voici la vérité. Ces traditions anciennes comprenaient que la vraie magie ne réside pas dans l'état altéré lui-même, mais dans la manière dont cet état est intégré à la réalité ordinaire par le soutien de la communauté et la sagesse collective. Sans cette intégration, on ne fait que collectionner des expériences spirituelles sans véritable transformation. La plante enseigne, mais seul le cercle peut aider à vraiment apprendre. Il arrive un moment dans tout parcours spirituel où la magie commence à sembler familière. Les visions qui autrefois brisaient la réalité se répètent. Les intuitions profondes font écho à des conversations déjà eues. La plante, qui murmurait des secrets,
semble maintenant se répéter, tel un enseignant donnant la même leçon jusqu'à ce qu'elle soit enfin assimilée. C'est là que le vrai travail commence. La plupart des gens atteignent ce plateau et supposent qu'il leur faut plus, des doses plus fortes, d'autres variétés, de nouvelles conditions. Ils courent après le dragon de cette première percée, sans réaliser qu'ils sont passés à un programme d'apprentissage entièrement différent. Le chemin spirituel n'est pas une accumulation d'expériences plus intenses. C'est le développement de la capacité à discerner l'intuition authentique du théâtre convaincant. Les Grecs avaient le mot « krino », signifiant une lame intérieure qui tranche l'illusion. C'est la racine de notre mot « discernement », mais il évoque une précision chirurgicale. La capacité de séparer ce qui est réel de ce qui ne fait que le paraître. La tradition védantique appelle cela « vivka », le pouvoir de distinguer l'éternel du transitoire, le soi de ses projections. Ce discernement devient le nouveau « aïe ». Non pas l'euphorie de la conscience élargie, mais la satisfaction tranquille de la clarté. Non pas la ruée de la révélation mystique, mais le fondement d'un alignement authentique. C'est moins dramatique qu'une percée induite par le cannabis, mais infiniment plus fiable. Voici ce que la plupart des gens manquent. Le discernement n'est pas le scepticisme. Le sceptique rejette les expériences. La personne dotée de discernement les questionne. Même le voyage le plus profond avec le cannabis est examiné avec la même rigueur que l'on appliquerait à un rêve. Était-ce une intuition ou une projection? Une vérité universelle ou une psychologie personnelle? Un téléchargement divin ou un théâtre neurochimique? Le cannabis parle par énigmes et émotions. Il communique par symboles et sensations, métaphores et nuances émotionnelles. L'esprit non entraîné prend ces messages au pied de la lettre, construisant des systèmes de croyances entiers autour de ce qui pourrait être l'équivalent neurologique de la poésie. On se sent connecté à tout et on en déduit avoir découvert l'unité fondamentale de l'existence. On perçoit des forces malveillantes et on décide d'avoir révélé des complots cachés. On expérimente la dissolution de l'ego et on suppose l'avoir transcendé pour toujours. La plante montre des possibilités, pas des certitudes. Elle supprime les filtres qui limitent normalement la perception, mais ne garantit pas que ce qui est perçu est exact. C'est comme enlever ses lunettes de soleil dans un palais des glaces. On voit plus clairement, mais on est toujours dans un palais des glaces. C'est là que l'inflation spirituelle devient dangereuse. L'ego, confronté à des expériences au-delà de sa portée habituelle, ne disparaît pas. Il se rebaptise. Soudain, on n'est plus simplement quelqu'un qui a vécu un état altéré. On est un être éveillé, ayant accédé à la conscience cosmique. On commence à parler en termes mystiques, évitant le travail routinier de la transformation réelle. Sa sensibilité devient supériorité. Ses expériences deviennent ses titres de compétence. Il faut prêter attention aux signes avant-coureurs en soi. Ne remarque-t-on pas qu'on parle plus de ses intuitions issues du cannabis qu'on ne les incarne? Construit-on son identité autour de l'idée de l'éveil, alors que sa vie quotidienne reste inchangée? Se sent-on spécial parce qu'on a vu à travers l'illusion? Même lorsque de nouvelles illusions sont créées sur son propre progrès, le piège le plus sophistiqué est de confondre la carte avec le territoire. Le cannabis peut montrer des états de conscience, paix profonde, amour inconditionnel, unité englobante. Mais l'expérience temporaire de ces états n'est pas la même chose que leur incarnation permanente. On peut courir après la sensation d'illumination pendant des années, sans développer le caractère de celui qui est vraiment libre. Sans une perspicacité préalablement développée, le cannabis devient une sorte de jeu vidéo spirituel. Il a des graphismes impressionnants et des intrigues captivantes, mais on est toujours assis dans la même chaise quand le jeu se termine. On réarrange les meubles à l'intérieur de sa conscience, mais on ne déménage pas dans une nouvelle maison. Il est donc crucial d'analyser honnêtement sa relation avec le cannabis. L'utilise-t-on quand on n'en a pas réellement besoin, par habitude plutôt que par véritable appel? Confond-on le miroir avec ce qu'il reflète, prenant l'outil pour l'illumination? S'arrête-t-on aux sensations, au lieu de viser la transformation? La différence entre le cannabis comme boussole et comme destination devient ici cruciale. Une boussole indique le chemin vers le vrai nord, mais n'y transporte pas. Le cannabis peut pointer vers des états de conscience qui sont toujours disponibles. La clarté, la paix, la connexion n'ont jamais dépendu de la plante. Ce sont des qualités innées de la conscience elle-même. Le cannabis ne faisait que supprimer les barrières à la reconnaissance de ceux qui étaient déjà présents. Cette prise de conscience change tout. On comprend que se souvenir de ces états n'est pas la même chose que de devenir la personne qui les incarne naturellement. Le voyage commence avec ce que l'on fait après l'expérience, dans les heures calmes où l'euphorie s'estompe et la conscience ordinaire revient. La plus grande leçon de la plante est peut-être qu'on n'en a jamais eu besoin. Chaque qualité à laquelle on a accédé sous son influence, compassion, sagesse,
sentiment d'interconnexion, n'est pas une qualité du cannabis. Ce sont des qualités humaines que le cannabis a aidé à se rappeler. Le but n'est pas de maintenir un état de conscience altéré constant, mais d'intégrer ces qualités dans la réalité de base. Il arrive un moment où continuer à utiliser le cannabis devient comme les roulettes d'un vélo qu'on sait déjà conduire. L'outil, qui a autrefois apporté un soutien nécessaire, commence à limiter l'équilibre naturel. Cela ne signifie pas que le cannabis était mauvais ou qu'on a dépassé la spiritualité. Cela signifie qu'on a développé suffisamment de discernement pour faire confiance au calme après l'état altéré. Les messages les plus profonds n'ont pas besoin d'un emballage euphorique. La vérité n'a pas besoin d'état altéré pour être vraie. L'amour n'a pas besoin d'amplification neurochimique pour être réel. Le chemin spirituel mène finalement à la confiance en sa propre capacité à la sagesse, à la connexion et à la clarté sans aide extérieure. Il ne s'agit pas de jugement ou de supériorité envers ceux qui utilisent encore les plantes enseignantes. Il s'agit de reconnaître quand l'enseignant a donné tout ce qu'il pouvait. Et la phase suivante de l'apprentissage exige un chemin autonome. Certaines personnes atteignent ce point après quelques expériences. D'autres ont besoin d'années d'exploration. Il n'y a pas de calendrier pour la maturité spirituelle. L'art de lâcher prise n'est pas d'abandonner ce qui a servi. C'est un respect suffisant pour se libérer. Le cannabis a peut-être été une porte, mais on n'a pas besoin de continuer à passer par la même porte quand on est déjà à l'intérieur de la maison. Voici la vérité inconfortable dont personne ne parle dans les cercles spirituels liés au cannabis. Le moment le plus profond de tout voyage spirituel authentique survient lorsque l'on réalise qu'on n'a pas besoin de la chose qui l'a initié. Chaque outil spirituel authentique porte en lui les graines de son propre dépassement. Le coussin de méditation, le texte sacré, le calice cérémoniel, le joint passé avec révérence, tous sont destinés à être dépassés, non pas à être accrochés. Le cannabis, s'il est abordé avec une véritable intention spirituelle, enseigne cette leçon plus clairement que presque toute autre médecine végétale. Il montre ce qui est possible, puis pose la question la plus difficile de toutes, que ferez-vous de cela quand je ne serai plus là? On a observé des centaines de personnes suivre ce chemin au fil des ans, et le schéma est toujours le même. Il y a d'abord la phase de percée, où le cannabis ouvre des portes qui semblaient à jamais verrouillées. Puis vient une période d'exploration, où chaque session ressemble à un doctorat pour l'âme. Mais finalement, si l'on est attentif, on commence à remarquer quelque chose d'important. Les intuitions ne viennent plus de la plante, mais de soi-même. Le cannabis donne simplement la permission d'accéder à ce qui était déjà à l'intérieur. C'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils prennent la clé pour la porte, la carte pour le territoire, le doigt qui pointe pour la lune. Ils continuent à revenir à la plante, espérant retrouver ce premier goût de conscience élargie, sans comprendre qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Le vrai travail, celui qui change vraiment la vie, se déroule entre les sessions. Dans la façon dont on se présente dans les relations, gère les difficultés, un mardi après-midi ordinaire où rien ne semble spirituel. La véritable intégration n'est pas le maintien d'un état de béatitude que l'on touche lors d'une méditation au cannabis. Il s'agit de prendre une intuition clé de cette expérience. Peut-être la conscience d'une interconnexion profonde avec toute la création, ou la première sensation d'un amour vrai et inconditionnel pour soi-même. Et de comprendre comment accéder à cette vérité quand on est coincé dans un embouteillage, quand un adolescent est agressif, quand les finances sont difficiles et que le corps souffre de douleurs physiques. Quand le quotidien semble dépourvu de toute sacralité. On connaît le cas d'une femme qui a vécu un état profond sous l'influence du cannabis, se sentant pleinement soutenue par l'ordre cosmique, absolument protégée et infiniment aimée. Cela a transformé son existence. Cependant, la véritable transformation ne s'est pas produite pendant ce voyage de 4 heures dans les profondeurs de la connexion cosmique. Elle est survenue 6 mois plus tard, lorsqu'elle a pu être présente auprès de son père mourant, au lieu d'essayer d'étouffer son chagrin par un excès de travail et d'alcool, comme elle l'avait toujours fait auparavant. Elle n'avait pas besoin d'être sous l'influence de la substance pour accéder à ce sentiment de soutien. Le cannabis n'a fait que lui rappeler cette possibilité. Voilà à quoi ressemble réellement le processus d'intégration. Il est dépourvu de tout éclat extérieur. Il n'existe pas de publication sur les réseaux sociaux capable de capturer l'instant où l'on choisit pour la 100e fois la patience au lieu d'une réaction impulsive, parce que le remède végétal a indiqué le potentiel de son propre développement. Il n'existe pas de hashtag pour cette révolution silencieuse. Lorsque la même compassion envers soi-même, aperçue dans un état altéré, se manifeste, surtout quand on est absolument sobre et que l'on gère les circonstances les plus provocantes. Les traditions culturelles anciennes comprenaient pleinement ce principe. Lorsque les peuples autochtones utilisaient des plantes médicinales dans le cadre de leurs cérémonies sacrées, le rituel se terminait. Les gens ne poursuivaient pas l'expérience elle-même et ne cherchaient pas à rester constamment dans cet état élargi.
Ils prenaient les intuitions reçues et les intégraient habilement dans le tissu de leur vie quotidienne. Dans la chasse, l'éducation des jeunes, la résolution des désaccords, le renforcement de leurs liens avec la terre. La médecine végétale remplissait sa fonction, puis se retirait, permettant au véritable travail spirituel de se déployer. Mais dans la culture moderne de la consommation de cannabis, on observe une inversion complète des valeurs. Nous avons transformé l'état de conscience altéré en une fin en soi, et non en un point de départ pour la croissance intérieure. Nous avons confondu à tort l'expansion temporaire de la conscience avec un véritable développement spirituel. Nous avons formé un paradigme culturel où le progrès spirituel est évalué par la fréquence d'utilisation et non par la cohérence avec laquelle les gens incarnent leur soi supérieur dans la vie quotidienne en étant totalement sobres. Sur la base de l'expérience avec des individus qui ont intégré avec succès les intuitions du cannabis dans un processus de transformation personnelle à long terme, on a observé ce qui suit. Tous ont finalement atteint un point où ils n'avaient plus besoin de validation externe pour leurs expériences spirituelles. Ils ont renoncé aux déclarations publiques sur leurs révélations, préférant les incarner dans la vie quotidienne. Ils ont cessé de courir après les expériences de pointe, découvrant le sacré dans des activités aussi ordinaires que la vaisselle, dans des dialogues complexes, dans le choix discret mais cohérent de l'amour plutôt que de la peur, dans les moments où personne n'observe. Les consommateurs de cannabis les plus spirituellement matures observés ont développé une relation unique avec la plante. Ils peuvent y recourir occasionnellement, mais elle a cessé d'être leur pratique spirituelle principale. Elle est devenue davantage une consultation avec un mentor sage, vers lequel on se tourne face à une difficulté authentique, plutôt qu'une béquille spirituelle régulière. Ils ont appris à générer des intuitions par eux-mêmes, à accéder à leur propre sagesse, à former leur propre sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand. C'est une sorte des examens de fin d'études auxquels le cannabis, utilisé le plus efficacement, mène une personne. Non pas la dépendance, mais l'acquisition de l'indépendance. Non pas une fuite constante de la conscience ordinaire, mais la transformation de la conscience ordinaire en quelque chose de sacré. Non pas simplement la capacité d'atteindre des états de pointe, mais la capacité d'apporter des intuitions supérieures dans les moments de déclin. La vraie question n'est pas de savoir si le cannabis peut favoriser des expériences spirituelles. Il en est assurément capable. La question authentique réside dans la volonté d'accomplir le travail bien plus difficile d'incarner ces expériences dans la vie, une fois l'effet de la substance dissipé. Est-on capable de manifester la patience ressentie dans cet état élargi en interagissant avec son collègue le plus irritant? Peut-on accéder à ce sentiment d'amour englobant lorsque ses opposants politiques s'expriment? Se souviendra-t-on de son interconnexion avec la nature en faisant des choix de consommation qui ont une réelle signification? Car il existe une vérité que peu de gens veulent entendre. La quête d'expérience spirituelle n'est souvent qu'une autre forme d'évitement spirituel. Il est plus facile de poursuivre des moments transcendants que d'opérer une transformation de son propre caractère. Il est plus agréable de recevoir des révélations mystiques que de développer des vertus ordinaires comme la cohérence, la fiabilité et la capacité de régulation émotionnelle. Il est plus agréable de ressentir une connexion cosmique lors d'une session de cannabis que de pratiquer une intimité authentique dans ses relations les plus proches, en étant totalement sobre. Le cannabis peut indiquer son potentiel, mais seul l'individu peut accomplir le travail quotidien pour devenir cette personne. Seul l'individu peut prendre des intuitions fragmentées et les intégrer dans une manière d'être holistique. Seul l'individu est capable, à chaque instant de son existence, de choisir consciemment un chemin basé sur la vérité qui lui a été révélée, au lieu de suivre les schémas enracinés de sa propre personnalité. Le sacré n'a pas besoin de cannabis, car sa nature est contenue dans l'essence même de l'être humain, et non dans un objectif à atteindre. La question n'est pas de savoir comment retrouver cet état de conscience élargi. La véritable tâche est de réaliser que la conscience, capable d'expansion, n'a jamais été réellement séparée de la perception quotidienne. Elle ne faisait que se manifester temporairement, comme les rayons du soleil perçant les nuages, qui, pourtant, étaient toujours en mouvement. La véritable maturité spirituelle se manifeste lorsque l'on cesse d'évaluer sa croissance par l'intensité des expériences de pointe et commence à la mesurer par son humanité fondamentale. Comment traite-t-on les autres quand on est fatigué? Comment gère-t-on la déception? À quel point est-on capable de compatir à la douleur d'autrui? À quelle vitesse revient-on à un état d'amour après que la peur nous ait temporairement envahis? C'est dans ces aspects que réside la véritable transformation. Elle ne se manifeste pas dans les états élevés de conscience altérée, mais dans les profondeurs de la sagesse intégrée. Non pas dans ce à quoi on peut accéder lorsque toutes les circonstances sont idéales, mais dans ce que l'on devient lorsque, apparemment, rien ne fonctionne correctement.